Et qu'à maintenant, puisque si nous avons bien compris ce que vous nous avez dit, chacun autour d'un mortier a un rôle particulier. Alors qui faisait quoi? Les trois, lorsque Pega et Kamanan Brice ont quitté le bureau, ils ont pris des obus. Il y avait un brigadier qui les a aidés à transporter. Ils sont allés vers le mortier où j'ai indiqué la place. Et le mortier était déjà mis en batterie. Donc, ils ont donné le but au brigadier. Le brigadier l'a introduit dans le mortier. C'était déjà mis sur automatique. Donc, quand tu le mets, le but part automatiquement. Parce qu'il y a deux modes de tir. Il y a commandé et il y a automatique. Les deux tirs ont été effectués comme ça simultanément. Alors, ce que vous nous dites, ils ont donné l'obus au brigadier. Je cite vos propos prononcés à l'instant. Le brigadier l'a introduit dans le mortier. Vous voulez dire qu'il y avait 3 personnes? Oui. D'accord. Alors, nous allons citer un court extrait de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. La référence est CIVOTP 0037 0425, page 452. Alors je vais citer, c'est le paragraphe 194. Et vous avez dit, c'est vous qui parlez monsieur, hein, je vous cite. Quant au bombardement du marché au niveau d'Abobo, je vous en ai parlé déjà. C'est Brice et Pégard qui étaient responsables. Ça s'est passé le jour où je suis allé à Abobo pour la 3e fois. Et Brice et Pégard ont tiré les obus de 120 mm pour dégager leur sortie d'Abobo. Je sais qu'ils ont fait des erreurs de calcul et les obus sont tombés dans le marché. Fin de citation. Alors, ici, vous ne parlez que de Brice et Pégard. Et aujourd'hui, vous rajoutez une 3e personne. Donc vous en restez sur votre position d'aujourd'hui? Oui. J'ai toujours ajouté la 3e personne depuis hier. Depuis hier. Est-ce que vous voulez dire par là que avant hier, vous n'en aviez jamais parlé? Si, bon, puisque je ne sais pas, dans la déclaration, je ne vois pas. Sinon, j'en avais parlé. Il y avait un brigadier qui les a aidés à transporter les obus. Et c'est lui-même qui, arrivé là-bas, on lui a arraché, on lui a pris un et on lui a dit d'introduire. Quand il l'a introduit, il s'est incliné, le premier coup est parti. Lui ont donné le deuxième, il a introduit, le deuxième est parti. Très bien. Your Honors, Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je souhaite soulever une objection, mais je souhaite le faire en l'absence du témoin. Le Président, est-ce que vous pourriez accompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît, pour quelques minutes?
Mr. Demirjian? Yes. Le président, Monsieur Demirjian, bien. Monsieur le témoin, Monsieur le président, le témoin a dit qu'il a toujours mentionné la troisième personne. Et la question suivante de mon contradicteur était, vous n'en avez jamais parlé. C'est à 9h36, 26. Et donc, à la fin de la phrase, la question est, vous n'en avez jamais parlé. Le président, oui. Monsieur Demirjian, pardon. Le président, en anglais, j'ai toujours mentionné, il est dit, j'ai toujours mentionné la troisième personne, même hier. Ensuite, Monsieur Demirjian, ensuite, mon contradicteur dit, et je traduis à vue ce que je vois en français, vous voulez dire qu'avant hier, vous n'en aviez pas parlé. Mon contradicteur se limite au paragraphe 194 de la déclaration. Or, cela risque d'induire le témoin en erreur, puisque au paragraphe 134, le témoin mentionne effectivement une troisième personne impliquée dans ce bombardement. Il dit, le brigadier dont le nom m'échappe maintenant était également impliqué. Je crois que là, on induit le témoin en erreur. Si on lui fait dire qu'avant hier, il n'avait jamais mentionné une troisième personne. C'est d'où mon objection. Je ne pense pas que le témoin doive être induit en erreur de cette manière-là. Le président, Maître Altit. Je ne suis pas sûr que le témoin ait jamais parlé de la troisième personne dans les termes qu'il a utilisés aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'ai posé la question, pour qu'il ait une chance de s'exprimer, de dire quelle était sa position. Sa position est claire, je crois. Et donc voilà, les choses sont tout à fait claires. Et il parle aujourd'hui d'une troisième personne. Et je crois qu'on peut lui donner, qu'on peut constater quelle est sa position, qui méritait d'être éclairée, si vous permettez, Monsieur le Président, parce que jusque-là, ce n'était pas extrêmement clair. Yes. Le président. Certes, mais si je ne m'abuse, l'objection soulevée par le procureur est que le témoin avait mentionné la troisième personne lorsqu'il a été auditionné par les enquêteurs. Il ne l'a pas mentionné qu'hier. Ce n'était pas dans les mêmes termes, mais j'accepte tout à fait ce qui n'est pas, à mon avis, une objection, mais plutôt une clarification. Okay. Absolument, oui, oui. Le président, très bien, très bien. Je crois que les choses sont claires maintenant et nous pouvons faire revenir le témoin. Merci. Mr. Witness. Monsieur le témoin, il s'agissait simplement d'obtenir un éclaircissement que vous n'étiez pas censé entendre afin de ne pas être influencé. Maintenant que les choses sont claires, je redonne la parole à Maître Altit. Yes, please. Oui, allez-y. Je pense que dans une partie de mon audition, j'ai même parlé de ça, où j'ai dit Pega et puis Kamanambri sont allés en prison, mais le brigadier et puis celui qui les avait donnés, les autres, ne sont pas allés en prison. Je pense que j'ai parlé de ça dans un paragraphe, je ne sais pas lequel, mais je pense que c'est dedans. OK, thank you very much. Très bien, merci beaucoup. Maître Altit. Président. Alors, monsieur, je me réfère au petit extrait que je viens de vous lire, dans lequel vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, Brice et Pégard ont tiré les obus de 120 mm pour dégager leur sortie d'Abobo. Qu'est-ce que vous voulez dire par pour dégager leur sortie d'Abobo? Bon, j'avais estimé que la route était dangereuse et il fallait que, au niveau de la brigade d'Abobo, c'était dangereux, qu'il fallait, chose qu'on appelle, tirer des obus pour dégager l'ennemi qui était là-bas. Donc c'est ainsi que ils ont effectué des tirs. D'accord.
Alors, si l'on revient à la séquence des événements, c'est-à-dire la succession des événements, je parle sous votre contrôle, hein, vous me dites si j'ai bien compris. Vous nous avez dit, lors de votre témoignage hier, que le convoi dans lequel vous vous trouviez avait essuyé des tirs, il était arrivé au camp commando, un rapport avait été fait aux responsables, lesquels avaient appelé Kamanan, qui avait appelé Pega, pour organiser un tir ou des tirs. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien cette séquence-là, cette succession d'événements? Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez nous dire? Oui. D'accord. Est-il juste de dire alors que les tirs dont vous nous parlez ici, avec le mortier, sont la conséquence de l'attaque qu'avait subi le convoi? Bon, je ne sais pas si c'était la conséquence, mais moi je sais qu'ils avaient dit que le carrefour est très dangereux avant qu'il ne parte. Il fallait qu'ils tirent des obus, choses comme à la brigade, parce qu'il y avait l'ennemi là, il fallait qu'il les dégage avant qu'il ne parte. Il fallait qu'il effectue des tirs avant qu'il ne quitte, qu'il ne prenne la route. D'accord. Alors, vous nous avez dit, hier, vous m'arrêtez encore, hein, si je n'ai pas exactement compris, mais vous nous avez dit que lors de cette troisième mission à Bobo, le convoi dans lequel vous trouviez avait dû passer par un autre chemin que le chemin habituel. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous n'êtes pas passé par le chemin habituel? Bon, moi, je sais pas, chaque jour, nous, on partait là-bas. Parce que la première fois, quand nous, on partait, on est passé par l'autoroute. On quitte le camp commando, on prend l'autoroute par Aboubou Adjamé, l'université, bien sûr, et on va tout droit. À la brigade, on dévie un peu, on va au camp commando. Mais cette fois, on n'a pas pris le même chemin. On était passé par Samanké plutôt, c'est-à-dire camp commando Ashma, Samanké. On est venu par le marché. Le marché, on est passé vers la mairie. On est sorti vers le lycée. Le lycée. Nous sommes arrivés au carrefour du lycée. Nous avons pris la route qui descend vers la brigade. Avant d'arriver à la brigade, il y a le carrefour qui passe vers la route qui mène à SOS. On est passé par là et puis on a continué. On est sorti sur l'église. Et de l'église, on est revenu sur la route pour rentrer au camp commando. D'accord. Alors, ça, c'est par où vous êtes passé. Mais pourquoi n'êtes-vous pas passé par l'autoroute? Vous nous avez parlé de l'autoroute. Pourquoi n'êtes-vous pas passé par Bon, moi, je ne sais pas. Parce que les chefs, l'itinéraire même est tracé par les chefs. Quand on va au combat, c'est les chefs qui tracent l'itinéraire. Moi, je n'étais qu'un simple brigadier, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la composition du convoi? Quels étaient les véhicules qui étaient dans ce convoi? Mais hier, je vous ai déjà parlé. Vous pouvez juste nous dire, il y avait un véhicule de ceci, tel véhicule de cela, etc. Bon, le bazar, comme je vous ai dit, nous avons un véhicule de transport troupes
où il y avait un butube tracté. Le premier BCP avait un transport troupe. Et puis, il y avait la JEP, la BAE. BAE ou bien CRS, bon, je ne sais pas entre les deux. Bon, parce que je ne sais pas où ces deux qui étaient, mais je sais qu'entre les deux unités, là, il y a un qui était présent. Il y avait les policiers. Et vous ne vous souvenez pas plus des autres véhicules, policiers ou autres? Les policiers, ils avaient un canteur où c'est écrit là-dessus, CRS ou bien BAE, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai oublié. Il y avait d'autres véhicules? La JEP avait des véhicules, ils avaient deux engins blindés. La JEP, ils avaient deux engins blindés. Et puis, il y avait un agent blindé, c'est BAE ou bien... Ouais, c'est BAE, un agent blindé aussi de la BAE. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. D'accord. Alors, vous êtes donc au camp commando et vous nous dites que vous avez vu les tirs. Vous avez déjà répondu à cette question. Oui. Juste pour qu'on soit très... Je suis clair, j'ai dit, moi, j'ai vu les tirs. Attendez, je vais poser la question, vous allez pouvoir y répondre. D'accord? Ok. Donc, vous étiez au camp commando, vous avez vu les tirs, vous avez dit qui tirait. Très bien. Précisément, vous étiez dans l'axe des tireurs, vous pouviez les voir parfaitement bien. Il n'y avait pas d'obstacle à votre vue. Vous nous avez dit où vous étiez hier, hein, donc ça on a compris, mais vous aviez la vue dégagée sur les tireurs? Oui. D'accord. Alors, l'idée, quelle était... on a à peu près compris le pourquoi du tir, mais est-ce que vous pouvez nous préciser quel était l'objectif des tireurs? Je ne peux pas penser quels étaient leurs objectifs, mais moi je pense que l'idée, j'ai déjà parlé de ça déjà. Bon, je ne sais pas si chacun pensait autre chose, mais je ne sais pas. Alors, je vais vous relire votre déclaration, un extrait de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. Les références sont les mêmes que tout à l'heure. Au paragraphe 122. Alors, vous avez dit au paragraphe 122, c'est vous qui parlez, monsieur. Je vous cite. Ensuite, il fallait traiter entre guillemets, le rond-point de la brigade de la gendarmerie et le rond-point Samanquet avant que la relève ne prenne la route. Alors, ceux qui devaient partir ont tiré des mortiers de 120 mm et ont tiré sur le carrefour de la brigade de la gendarmerie et aussi au niveau du rond-point. Il y avait 2 mortiers de 120 mm que nous avions amenés lors de notre deuxième mission au niveau du camp commando. Ils ont utilisé un seul pour effectuer les tirs. Ensuite, il y a une mention à propos d'une annexe. Ensuite, vous faites une digression sur la date. Et au paragraphe suivant, c'est-à-dire le paragraphe 124, que je vais lire à nouveau, vous dites, et je vous cite, « Il fallait traiter, entre guillemets traiter, ces 2 points parce que c'était très dangereux et que la relève ne pouvait pas passer. Après les tirs, ceux que nous avons relevés ont quitté. Arrivé au niveau du rond-point de la brigade de la gendarmerie, un conducteur d'un engin blindé a été blessé. Je ne sais pas quel type d'arme l'a blessé. Et ils sont revenus au camp commando et après ils ont changé d'itinéraire. » Fin de citation.
Alors, monsieur, vous vous souvenez avoir dit ça? Oui, je pense que c'était ça ce que j'ai dit et qu'ils ont mentionné, mais je pense qu'avec le temps, on oublie. Quelque chose s'est passé depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Mais je sais ce qu'il a dit là, c'est ça qui a été écrit. D'accord. Et vous confirmez vos propos? Oui, je confirme. D'accord. Dites-moi, quand un obus d'un mortier de 120 mm atterrit, lorsqu'il y a l'impact, est-ce qu'on sent le sol vibrer? Et si oui, jusqu'à quelle distance? Bon, ça aussi, en Algérie, il y a plusieurs types de tirs. Le tir peut être piqué. Si, on peut piquer l'obus. Donc, il peut piquer, il peut traverser même le sol et puis ressortir. Tout ça, il y a tous ces genres de tirs. Donc, ça dépend. Il y a des obus même qui n'éclatent pas même au contact. On peut faire éclater en l'air à une certaine hauteur. D'accord. Bon, je pense que chaque arme de l'artillerie vient avec un livre pour les distances, pour les charges, tout. Tout est mentionné là-dessus, les températures, la densité de l'air, tout est mentionné là-dessus. On appelle ça table de tir. Ça marque tout. Pour quelle distance, si tu dois tirer tel objet, quel genre d'obus il faut utiliser pour telle mission, tout est marqué dessus. On appelle ça table de tir. D'accord. Chaque arme aussi chaque version d'arme aussi a sa table de tir. Alors, hier, lors de votre témoignage, à propos du bombardement dont nous parlons maintenant, vous avez dit que les tirs n'étaient pas allés vers la cible. Les tirs dont nous parlons. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Bon, moi je suis un tueur. Tu dois tirer sur quelque chose. La première des choses, moi je ne sais pas si c'est eux qui avaient mis le mortier en batterie, c'est sur quelle direction ils avaient mis, mais la première des choses, il faut régler le tir. Et c'est avec une boussole qu'ils ont pris la direction. Pour régler tout ça, c'est des erreurs qu'on n'est pas faites. C'est des trucs qu'on ne fait pas en artillerie. 1 mm d'erreur, ça fait des kilomètres sur le terrain. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais rapidement, la différence, ou les différences plutôt, entre les mortiers de 120 mm et les mortiers de 81 ou 82 mm? Par exemple, est-ce que l'un ou les uns sont plus lourds que les autres? C'est le calibre. La différence, c'est le calibre. D'accord. Est-ce que les uns sont beaucoup plus gros que les autres? Et si oui, lesquels? Oui, mortier de 120 est plus gros. Le calibre même le dit 120. Et 81, le calibre aussi. 81 ou 82, une personne peut soulever. Par contre, 120, attention, la plaque de base lui-même, il faut au moins 3 à 4 personnes pour soulever. D'accord. Vous voulez dire qu'un mortier de 81 ou 82, une personne seule peut le transporter? Oui, une personne peut le transporter. Et ce n'est pas le cas du mortier de 120? Ah, ça va. Bon, peut-être vous n'avez jamais vu, bon, ou bien, c'est pas le cas. La plaque de base, le tube, tout ça, c'est un poids. C'est quoi la plaque de base? C'est la partie qui est au contact du sol. C'est pas des roulettes? Non, il n'y a pas de roulette là-dessus. D'accord. C'est une partie qui sert à éviter le recul, c'est ça que vous voulez dire? Oui, qui sert à bien positionner le tube parce que c'est détachable.
Le tube, même, on peut le détacher. Quand on arrive, c'est la plaque de base qui nous permet de bien placer le tube. D'accord. Il faut combien de personnes pour transporter un mortier de 120? La plaque de base, moi, je sais que nous, on le soulevait quand on était au bazar à 3 personnes, à 4 personnes souvent, la plaque de base. Le tube à 2 personnes. Et puis le trépied, une personne peut le prendre. Il y a la lunette de tir. Là, c'est pas lourd. La lunette de tir, c'est pas lourd. D'accord. Est-ce qu'à votre connaissance, les rebelles, par exemple dans l'environnement immédiat du camp commando, disposaient de mortiers de 80 ou 82 mm? Moi, depuis que je suis allé là-bas, je n'ai pas vu de rebelles, je n'ai pas vu qui que ce soit, je ne peux pas en dire, pour ne pas parler de leurs armes. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier que les mortiers de 120 mm étaient russes. J'ai bien compris. Oui, nous c'est comme ça, on le disait, c'était des mortiers russes. Quelle marque? Bon, marque, je connais pas, hein, je connais pas. D'accord. Est-ce qu'il y avait un officier ou un sous-officier au bazar qui était responsable des mortiers et qui était l'autorité finale pour tout ce qui concernait les mortiers? C'est-à-dire, allez-y plus clair. D'accord. Alors on a compris qu'il y avait des chefs de pièce, parfois des chefs de détachement. Et est-ce qu'il y avait, vous dites oui ou non, hein, je pose la question pour savoir comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y avait un responsable qui consacrait plus particulièrement son temps au mortier, qui était la personne à qui il fallait parler quand il s'agissait de mortier, soit un officier. Je ne parle pas du chef d'unité, ni de son adjoint. Je parle de quelqu'un qui aurait été chargé de pièces spécifiques, par exemple les mortiers, mais ça pouvait être aussi les 12-7 ou que sais-je. Bon, vous savez, comme on le dit dans l'armée, chacun a son métier. Moi, je suis un tueur. Comme vous avez dit, il y a les munitionnaires, il y a les mécaniciens d'armes, il y a les magasiniers. Chacun a sa fonction. Il y avait tout là-bas. Hier, vous m'avez posé des questions sur la munition. Bon, c'est pour ça que j'ai entendu. Sinon, moi, je ne suis pas munitionnaire. Il y a des gens qui sont là pour la confection des munitions, qui connaissent comment c'est constitué tout. Il y a des gens qui sont là pour l'entrepôt, comment entretenir les armes, tout. Il y a des gens qui sont là pour voir l'état, chose qu'on appelle pour la conservation. Très bien. Alors, je passe à un sujet proche, mais pas exactement le même. Vous nous avez parlé hier de 3 missions que vous avez effectuées à Bobo, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Et notamment d'une première mission. Alors, on va parler de la première mission. Vous nous avez expliqué où vous étiez, par où vous étiez passé, etc. Pourquoi cette mission a-t-elle été envoyée au camp commando? À quelle des missions? La première, quand vous nous avez parlé de votre première mission à Bobo au camp commando. Bon, c'était des patrouilles de nuit, hein, je pense. Des patrouilles de nuit. Moi, je ne sais pas l'objectif. C'était des patrouilles de nuit, de sécurisation. Je pense que on partait, on sillonnait tout à Bobo. On partait à 18h. 18h, on revenait à 6h du matin. Alors, je vais vous lire. Les patrouilles, c'est souvent lié à la sécurité, c'est tout. On en fait en plein temps. Je vais vous lire un extrait de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. Référence CIVOTP 0037 0425
page 441. Paragraphe 102. Vous parlez de votre première mission. Et c'est au paragraphe 100 que vous le précisez. Et je vais citer vos propos aux enquêteurs. D'accord? Alors, vous dites, et je cite, « Plus tard, il y a eu un incident à Bobo où des militaires et des policiers ont été tués. C'est à la suite de cet incident qu'ils ont intensifié les patrouilles, c'est-à-dire qu'on est passé des patrouilles de nuit uniquement aux patrouilles de 24 heures. » Oui. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça? Oui, parce que la première mission, d'abord les patrouilles c'était la nuit, uniquement que la nuit. C'est après ces incidents à Bobo qu'on est passé faire des patrouilles journalières et de jour et de nuit. Après ces incidents, c'était vraiment pas possible. D'accord. Alors, vous avez votre texte sous les yeux, ce que vous avez dit, la déclaration sous les yeux? Ce que vous venez de lire? Oui. Oui, plus tard, il y a eu un incident. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Bon. Alors, c'est très clair. He has it on the screen. Oui. Le président, c'est à l'écran. Alors, la deuxième mission, quel était l'objectif de la deuxième mission, vous vous en souvenez? La deuxième mission, c'était dans le même cadre qu'on partait, mais plus précisément, chose qu'on partait, maintenant, ils nous ont donné des moitiés qu'on est parti avec ça. Alors, votre deuxième mission était dans le même cadre, ça on comprend. Mais plus précisément, est-ce que, au cours de cette mission, vous a donné un objectif précis? Bon, au cours de la deuxième mission, lorsque nous sommes partis, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu d'incident. Nous sommes arrivés au camp commando et on nous a dit qu'il fallait aller, que la présence de l'ennemi vers Anokwa-Kouté.